Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce live concernant la quatrième levée de Save Innovation. Nous sommes heureux d'être parmi vous ce soir pour vous présenter notre aventure et répondre à vos questions. Le live se déroulera en deux temps. Nous vous présenterons tout d'abord notre société et notre projet, puis dans un second temps, nous répondrons à vos questions. Afin de répondre à vos questions, n'hésitez pas à les poser en utilisant la bulle Q&R qui se trouve sur l'outil webinaire. Alors, étant donné que j'ai la parole, je vais en profiter pour me présenter. Donc, je suis Anissa Brazan et donc j'ai une formation en management et en finance et j'occupe la fonction de responsable administrative et financière chez Save Innovation. Avant d'intégrer la société, en octobre 2017, j'ai travaillé plusieurs années dans une PME grenobloise, mais également en grand groupe industriel et en cabinet d'expertise comptable. J'ai décidé de rejoindre l'aventure Save Innovation car j'ai été attirée par le côté innovateur du produit et surtout l'envie d'accompagner la société dans son développement. C'est d'ailleurs les raisons qui m'ont poussée à investir dans Save Innovation en 2018. Donc maintenant, je laisse la parole à Monsieur Perrière, le président de la société. Bonsoir à tous les décideurs, donc Bernard Perrière. Je suis un des trois cofondateurs donc, de la société avec Rosa Garibian et Jean-Dominique Zanus. Donc, je suis le créateur de cette société. Je suis, moi, de base électromécanique, électrotechnicien. Et je il y a un petit écho là, j'ai un retour qui m'empêche de bien entendre. Je vais continuer. Donc, je suis électrotechnicien, je suis l'inventeur de la picogène et je suis électromécanicien, automaticien et c'est ma deuxième start-up. Donc, je remercie tous les WeSeeders de m'aider à financer cette société jusqu'au passage industriel. Je laisse la parole à Olivier. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Olivier Salasca. Moi, j'ai une formation scientifique et technique. Voilà, je suis ingénieur en physico-chimie d'une école parisienne. Et j'ai eu plusieurs expériences dans des grands groupes industriels, dans des PME et dans des startups, tant en recherche et développement qu'en production et qu'en business development. Et j'ai à ce sujet rejoint Save Innovation il y a 3 ans maintenant en tant que directeur marketing et commercial pour aider Save à atteindre son marché et à se développer. J'ai rejoint l'équipe et l'aventure Save, comme dit Anissa, pour plusieurs raisons. Déjà, des raisons humaines, où en fait, je me suis, j'ai bien aimé lors de l'entretien les personnes. Technique, vraiment, j'ai trouvé le produit vraiment, qui avait tout son sens, qui était vraiment quelque chose de simple, une belle invention. Et je dirais surtout, et ce qui est l'alchimie, ce qui est toujours très difficile, c'était le bon moment pour développer le marché, c'est-à-dire qu'il y avait une bonne adéquation, time to market, comme on dit, le marché était prêt à recevoir le produit. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, on va commencer par faire une petite présentation de la société et de notre projet. Donc, pour ce faire, je vais donner la parole à Olivier et on va faire une petite présentation PowerPoint. Bien, donc, on va vous parler de la picogène et donc on va vous présenter, je vais vous présenter l'entreprise très brièvement et on va se concentrer sur la picogène, donc qui est une petite phrase qui introduit cette solution. C'est l'énergie renouvelable qui est mise au service de l'intelligence des réseaux d'eau potable. Alors, la société Save Innovation, elle a été fondée donc, par Bernard, Rosa et Jean-Dominique en 2012. Nous sommes implantés à Grenoble. Nos métiers sont le développement, c'est-à-dire la recherche et développement, la fabrication et la commercialisation de produits à vocation industrielle. Les jalons, il y a eu
beaucoup de jalons, mais je dirais deux jalons qu'on peut mettre ici en exergue parce que c'est les derniers que nous avons eus. C'est en fait, nous avons été lauréats d'un concours national d'innovation et nous avons reçu le prix il y a une semaine à Paris. Et l'entreprise a été labellisée en janvier 2019 comme étant une entreprise à haut potentiel par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, ce qui nous donne beaucoup d'accompagnement financier, c'est le plus important, mais pas que. Beaucoup de visibilité et beaucoup d'aide au niveau de l'écosystème régional. Et alors ça, par contre, c'est un jalon qui est plus vieux, hein, puisque la solution Picogène avait été présentée lors de la COP 21 qui avait eu lieu à Paris en 2015, je crois. Alors, brièvement, ce qu'on peut dire sur Save Innovation, c'est qu'on est vraiment très bien implanté dans l'écosystème, que ce soit local, grenoblois, au niveau essentiellement technologique pour ce qui est de Grenoble, au niveau régional, mais également au niveau français. On fait partie de 2 pôles nationaux de compétitivité, Enerdis, qui est le pôle de compétitivité des énergies nouvelles, et Hydreos, qui est celui des métiers de l'eau. Et au niveau des partenaires financiers, mais pas que, hein, une fois de plus, les partenaires financiers, ils amènent des subventions et des aides, mais ils accompagnent, ils challengent beaucoup l'entreprise et puis ils donnent aussi ils nous montrent qu'on est dans le bon chemin en labellisant nos projets et nos différentes étapes. Donc, on est vraiment très proche de BPI France, hein, qui est la banque publique d'investissement française, WICID, c'est sûr, et puis l'ADEME, hein, qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la région Auvergne-Rhône-Alpes, j'en ai parlé, et le grand plan d'investissement qui dépend du cabinet du Premier ministre et qui abonde et finance des projets qui sont vus comme stratégiques pour le pays et devant donner à terme des stars au niveau européen. Voilà. Alors, l'équipe, pardon. Donc, on est 12, une douzaine de personnes et on est organisé en 3 départements. Un département technique qui est le cœur de l'entreprise, hein, qui se divise en 2 parties. La recherche et développement, qui est le cœur de ce département, puisque c'est là que l'innovation va être générée, hein, l'innovation qui est le nom de l'entreprise. Et donc, la recherche-développement est quelque chose de nouveau depuis une année maintenant, un pôle industriel dont le but est d'industrialiser les procédés et les produits qui ont été proposés par l'équipe de recherche et développement et de les fabriquer d'une façon industrielle. Un autre département, c'est le département administratif et financier. Et puis le troisième, c'est le département marketing et commercial. Alors voilà, ce qui est très important, hein, c'est le lien de tout le monde, mais je dirais le lien entre le marketing et la technique, hein, c'est-à-dire toujours être en étroite collaboration pour être sûr de développer les bons produits qui sont attendus par le marché et non pas de faire quelque chose dans sa tour d'ivoire. Alors, la technologie, avant les produits. La technologie, qui est donc une invention de Bernard Perrière, c'est une turbine qui produit de l'électricité dès les très faibles débits de fluide. Alors là, nous, on s'est concentré sur l'eau, mais ça peut être de l'air. Mais donc, dès les très faibles débits d'eau et également en prélevant très peu de pression au fluide qui traverse les pales. Alors ça a été rendu possible par un alternateur innovant, hein. C'est un nouveau concept d'alternateur qui est une vraie innovation de rupture et qui est multi-breveté. Il y a une dizaine de brevets, hein, qui est autour des inventions. Il y a une autre invention qui est aussi le bypass, hein, ce qu'on appelle le bypass intégré, c'est-à-dire que l'ensemble du bloc de la turbine coulisse à l'intérieur du raccord, puisque ça va être mis sur une canalisation, et ce qui va permettre, quand il y a un gros coup pas un coup de bélier, parce que quand il y a des coups de bélier, ça peut tout emmener, hein, tout ce qu'il y a dans les turbines, dans les réseaux, pardon. Mais quand il y a un fort appel de débit, comme par exemple quand le réseau ouvre une bouche à incendie, donc ce n'était pas prévu, et là il y a un gros appel de débit et de pression, alors la turbine s'efface et laisse passer le surplus de flux sur les côtés, ce qui déjà protège notre turbine, mais également ne bloque pas le réseau d'eau. Là, ce que je peux dire, on peut dire qu'en fait, on est la seule solution aujourd'hui sur le marché qui
qui a le droit d'être installé en ligne sur les canalisations. Sinon, toutes les autres solutions doivent être installées en dérivation pour protéger le réseau dans ce cas d'appel fort de débit. Et cette autorisation a été remise par le ministère de la Santé, etc., dont dépendent les réseaux d'eau potable. Alors, cette innovation, en fait, elle a permis de mettre au point plusieurs produits. Le premier produit, c'est la Picogène, qui est la turbine de Save Innovation à destination des réseaux d'eau potable, qui donc a été développée de 2012 à 2016, puis elle a été qualifiée sur des sites pilotes en 2016-2017, puis elle a été commercialisée en 2018, en janvier 2018. On verra comment un peu plus tard. Alors, c'est un produit, une turbine qui est réalisée en plastique ou en polymère. C'est la même chose, mais c'est un petit peu plus noble, le mot polymère. Et donc, c'est un polyamide. Bref, on ne va pas rentrer dans le détail, sauf si vous voulez qu'on y rentre, on verra ça dans les questions. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, elle a l'attestation de conformité sanitaire, ce qui est un prérequis pour pouvoir être installée dans les réseaux d'eau potable. Et elle est également fabriquée en France. 3 diamètres de canalisation standard qui sont les plus importants pour notre application sont adressés aujourd'hui. Le DN200, alors DN ça veut dire diamètre nominal, 200 c'est 200 mm, donc c'est 20 cm, donc des turbines de 20 cm de diamètre, de 15 cm et de 10 cm de diamètre. Le deuxième produit, c'est un produit que nous avons co-développé avec PAM. Alors PAM, c'est Saint-Gobain Pont-à-Mousson. Alors c'est une entreprise multi-centenaire française qui est spécialisée, sans parler de Saint-Gobain, mais la filiale PAM qui est spécialisée dans la fabrication d'éléments en fonte. Alors, c'est toutes les bouches d'égout, ça va être tous les regards qu'on peut voir. Et puis également, c'est un leader mondial de tout ce qui est canalisation en fonte ductile. Ductile, c'est-à-dire que ça peut bouger un petit peu, ce qui est pas mal sur les réseaux quand il y a des efforts qui peuvent être portés. Alors là, l'idée… alors PAM, c'est une entreprise française, bien évidemment, de Saint-Gobain, et qui a besoin aujourd'hui de se différencier fortement parce qu'elle est attaquée par des sociétés, par 2 grosses sociétés, une chinoise et l'autre indienne. Donc on imagine bien que ce n'est pas par le volume qu'ils vont pouvoir être plus forts que ces entreprises, mais ils ont décidé stratégiquement de monter leur valeur ajoutée et de proposer des produits forte valeur ajoutée. Et notamment des raccords en fonte qui sont comme les autres raccords, mais qui, par la plus grande des magies, vont produire de l'électricité. Et comment c'est possible ça? Eh bien parce que dans le raccord qu'on voit ici sur la diapositive, en fonte, bleu ça veut dire eau potable comme code, et bien dedans on a intégré, en travaillant avec eux, le bloc turbine de la Picogène, et c'est exactement le même bloc turbine, on ne s'est pas amusé à faire des choses spécifiques pour Pont-à-Mousson, on a un bloc turbine qui est ce qu'il est, et c'est à eux d'adapter leur raccord en fonte sur les nôtres. Donc les matériaux, le bloc turbine, c'est le même que celui de la Picogène, en polyamide, et le corps extérieur, il est en fonte, il est fabriqué par Saint-Gobain Pont-à-Mousson. Alors comment ça marche rapidement, parce que je vois qu'il y avait eu des questions là-dessus, c'est effectivement pas trivial de tout de suite le comprendre. Nous, Save Innovation, on va acheter les blocs, les corps extérieurs à Pont-à-Mousson, comme un sous-ensemble, comme on va acheter aussi les pièces plastiques du bloc turbine. On leur achète ces corps extérieurs en fonte, on assemble le tout et on leur revend le produit fini. Alors, un troisième produit, on ne va pas forcément… il n'était pas visible dans la présentation qui a été mise sur la plateforme Lucide, mais on a voulu en parler là parce qu'il y a on a notamment posté une news à ce niveau-là. Donc, c'est en fait le produit 3, mais c'est un produit… alors, excusez-moi, le produit 2 de Saint-Gobain, il a été aussi lancé commercialement en 2018. Et là, le produit 3, l'objectif, c'est un lancement commercial fin 2021. Donc, c'est le futur, mais c'est déjà demain. 2021. Et donc, on a l'idée, c'est d'aller encore une étape plus loin que notre turbine, dont le but est de faire de l'électricité. Mais là, c'est d'intégrer toute l'instrumentation
qui était censé alimenter la turbine sur les réseaux d'eau potable pour faire toutes les mesures que je vous expliquerai un peu plus tard, pour avoir un produit totalement intégré qui donne donc aux exploitants des réseaux d'eau une solution tout en un très simple qui permet de réduire les tailles de chambres de vannes, qui permet d'avoir aussi moins de câbles, pas d'armoire électrique, moins de place, moins de matériaux, moins de capteurs, etc., etc., etc. Ce qui a beaucoup plu à l'ADEME et au concours qui avait été mis en place pour des industries éco-efficientes. Et donc, on a été lauréat en décembre 2018 du concours d'innovation Innov, qui est un concours, et on n'en parlera plus de ce produit parce que c'est le futur, et la levée de fonds dont on parle ici ne sert pas à financer ce futur produit. Hein. On a eu une belle subvention par l'État français. Et oui, ce concours, en fait, c'est un concours qui est en plusieurs phases. Il y a e-PhD pour les thèses, e-Lab pour les solutions techniques qui sont encore dans des laboratoires et à vocation à trouver une start-up, et pour les PME start-up qui ont déjà des produits qui sont prêts à mettre sur le marché, c'est Innov. Et là, il y a quelques dizaines d'entreprises au niveau national qui ont été lauréates. Voilà. Et on en est extrêmement fiers parce que c'est un très beau prix. Alors, le marché, c'est bien beau d'avoir un produit, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce qu'il va servir à quelque chose? Alors déjà, ce qui est important en préambule, c'est que le produit, et ce avant que je rejoigne SEV Innovation, le produit et le concept du produit a été réfléchi avec Suez, avec qui SEV Innovation a signé dès 2014, je crois, ou 2015 peut-être, je crois que ça doit être 2014, un premier programme de développement technique. Donc ça, c'est très important et c'est ce qui est vraiment à la mode hein, dès qu'on voit des symposiums d'écoles de management, de commerce, etc. C'est-à-dire de vraiment ne plus faire du techno-push, c'est-à-dire d'avoir une invention et puis de se dire qu'est-ce que j'en fais et puis aller regarder où est-ce qu'on pourrait la poser, mais partir d'un vrai besoin du marché et de réfléchir avec les utilisateurs de l'usage, parce que c'est l'usage qui va être important. Et donc, c'est ce qui a été fait dès le début chez SEV Innovation. Mais attention, toute l'innovation, tous les brevets, toute la technologie appartiennent à SEV Innovation et seulement à SEV Innovation. C'est-à-dire que Suez, ils ont été là dans les discussions, mais il n'y a aucun brevet joint avec Suez. On est maître de notre technologie. Après ce préambule, donc concentrons-nous sur le marché du smart water. Alors, qu'est-ce que c'est que ce marché? C'est le marché du contrôle et du pilotage en temps réel, et c'est une notion qui est importante, des réseaux d'eau potable. Un énorme marché qui est en pleine croissance. La France est leader de par sa réglementation et aussi parce que les deux plus gros acteurs mondiaux des réseaux d'eau, que sont Veolia et Suez, eh ben, il se trouve que les deux sont des sociétés françaises. Donc, ce sont des drivers technologiques pour le marché. Alors, c'est quoi ce contrôle et ce pilotage? Eh bien, c'est en premier lieu maîtriser les fuites d'eau. Il faut savoir qu'en France, il y a 1 milliard de mètres cubes d'eau qui sont perdus chaque année. À 4 € du mètre cube, déjà, si on parle que finance, il y a 4 milliards d'euros à récupérer. Mais il y a bien d'autres problèmes parce que ça pollue les nappes phréatiques et puis c'est quelque chose d'inimaginable. Il faut savoir qu'il y a plus de 25% de pertes en ligne. Hein, on est vraiment loin de quelque chose de contrôlé. Donc, un des gros objectifs du Smart Water, c'est de maîtriser les fuites d'eau et ce en temps réel. Donc, pour ça, il faut mesurer les débits à différents endroits, avoir des algorithmes qui permettent de voir d'où vient la fuite, s'il y a une variation de débit entre 2 points, etc., etc. Un autre point, c'est contrôler la potabilité ou faire de l'eau potable, de l'eau. Donc, pour ce faire, il faut faire des mesures chimiques. Alors, ça peut être le pH, les taux de chlore, est-ce que l'eau est trouble, etc., etc. Mais également, et il y a des solutions qui sont aujourd'hui en train d'être mises sur le marché, de faire des mesures bactériologiques. Alors, quand on dit ça, c'est contrôler la potabilité. Le temps réel est bien évidemment important. Et on imagine, j'en parle là, mais je ne veux pas le mettre en avant parce que la peur n'est jamais bonne conseillère. Mais on imagine bien que derrière, il y a le DigiPirate et tous les risques terroristes qui font que l'État met beaucoup de moyens pour accélérer ces mesures en temps réel. Alors, une fois qu'on a mesuré tout ça, qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces données? Il faut les télétransmettre à des centres de gestion de données et qui vont gérer ces données intelligemment et puis gérer l'ensemble du réseau d'eau potable
en temps réel. S'il y a un problème, on fait une vanne. Si jamais il y a du chlore qui n'est pas assez fort, on va en rajouter un petit peu, etc., etc., etc. Donc là, on imagine, et c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment parti. J'essaierai de vous en convaincre un petit peu plus loin pour le marché. Donc, il va y avoir une dissémination de capteurs, de mesures, de télétransmetteurs de données sur l'ensemble du réseau français et mondial. Et donc, arrive une problématique. C'est très bien tout ça, mais comment est-ce qu'on alimente électriquement tous ces équipements? Alors, il existe des solutions, bien sûr. Personne ne nous attend. La plus évidente, c'est de raccorder tout ça au réseau électrique. Alors, la force du réseau électrique, comme EDF par exemple, c'est que c'est une alimentation qui est permanente et vraiment sécurisée, et je dirais pas très chère, pas cher. Par contre, elle nécessite, et notamment en zone de montagne ou en zone isolée, elle nécessite des travaux très compliqués à fort bilan carbone. Et puis en plus, même pour les villes, c'est difficile, c'est ce que me disent les exploitants, de se faire raccorder quand ils veulent raccorder des chambres de vannes. Ça prend des mois et des mois, et ils doivent payer même pour 2 ou 3 watts plusieurs centaines d'euros d'abonnement. Alors, il y a une autre solution qui sont les piles permanentes qu'ont utilisé les fabricants de capteurs et d'équipements. Ils ont mis des piles dedans pour qu'ils soient autonomes. Alors ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est que en fait, quand on parle de temps réel, c'est une solution qui est absolument pas viable. Et ils en sont convaincus, puisque même ces équipementiers viennent nous voir depuis quelques mois, je dirais même quelques semaines, pour développer des solutions avec nous. Pourquoi c'est pas viable? Parce qu'aujourd'hui, en fait, ces piles, elles permettent de faire une mesure toutes les heures et d'envoyer une fois par jour, voire une fois toutes les 48 heures, une donnée. Et ce dont a besoin le réseau pour le Smart Water, c'est d'avoir des données toutes les minutes et des mesures toutes les secondes, et de pouvoir avoir une communication dans les deux sens. Et alors là, les piles, au lieu de durer quelques années, elles vont durer quelques semaines. Et on ne parle pas des problèmes de retraitement. Alors, il existe une autre solution qui sont les panneaux solaires. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Mais le problème pour cette application, c'est que la production est intermittente. Si c'est mis dans des endroits isolés, c'est difficilement prédictible. Si des arbres se mettent à pousser, alors on n'a plus ce à quoi on s'attendait. Et puis, il y a beaucoup de dégradation de ces systèmes. Et donc, les mairies, elles essayent de s'en affranchir, des casses et des vols. Alors, nous, on vient s'inscrire dans le mix énergétique avec la solution Picogène, qui va s'installer facilement sur les canalisations et qui va pouvoir alimenter tous les équipements sur des sites isolés, et y compris, et ça c'est extrêmement important, et on est les seuls, pour des faibles débits et en prélevant très peu de pertes de charge, ce qui permet d'être diffusé dans des réseaux maillés où il y a un équilibrage de pression. Alors, très rapidement sur ce schéma, on voit la canalisation d'eau. La Picogène, elle est mise bride à bride sur le réseau. Elle est reliée à un organe de pilotage développé également par Save Innovation et vendu avec la solution. Et de cet organe de pilotage, on alimente tout ce qu'il faut avec, en plus, une intelligence, parce qu'on voit en temps réel la production, la consommation, et on peut télétransmettre ces données. Alors là, on va aller vite. On ne va pas rentrer dans le détail de ce transparent. Si vous voulez, vous pourrez poser des questions. Mais on a compris et on a dimensionné, on a vu la profondeur du marché. C'est-à-dire que où est-ce qu'on va pouvoir mettre des Picogènes, et si on prenait 100% du marché, combien est-ce qu'on pourrait en installer? Et ça, c'est très important de pouvoir dimensionner un marché dans son ensemble. Et après, on va voir avec qui on veut travailler, combien de parts de marché, comment. Et puis, donc, c'est là où on va faire notre dimensionnement commercial. Alors, on peut en mettre, grâce à la versatilité, un peu partout, au captage, c'est-à-dire là où les sources, dans les réservoirs, et surtout, et ça c'est très important, dans la sectorisation. Alors la sectorisation, c'est que le gouvernement demande à toutes les agglomérations qui sont en train de se rassembler, de s'agglomérer, de sectoriser par des petits secteurs tous les réseaux pour avoir une connaissance bien plus fine de ce qui se passe dans les réseaux. Et pour ça, il y a eu, alors je me souviens plus si, je sais plus si c'est 5 milliards en 3 ans ou 3 milliards en 5 ans. Bref, on va dire 1 milliard par an sur quelques années de plus qui ont été alloués par le Premier ministre l'an dernier. Et les collectivités, elles ont pour obligation de mieux connaître leur réseau, et pour ça, elles ont soit des bonus, soit des pénalités, si elles ne font pas ce à quoi
elles s'engagent, ces pénalités pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Les acteurs du marché. Alors, c'est un marché qu'on a aussi mis un petit peu de temps à comprendre. Le client final, ce sont les collectivités. En rouge, là, en dessous, les collectivités, donc, elles ont pour obligation réglementaire de délivrer de l'eau en quantité et en qualité à leurs administrés. Et pour ce faire, elles ont deux moyens. Soit elles s'occupent de tout, par leur syndicat des eaux ou au travers d'une régie, en autonomie, soit elles délèguent ce métier à des prestataires privés, en DSP, délégation de services publics. Alors, si elles délèguent, ça va être qui? C'est là que rentre en jeu Veolia, Suez et la SOR, qui sont les trois plus gros exploitants privés en France. Si elles veulent le faire par elles-mêmes, eh bien, équipementiers, ceux qui fabriquent les canalisations, ceux qui fabriquent les vannes, ceux qui fabriquent tout ce qu'il faut pour faire un réseau d'eau, et elles le construisent et elles l'exploitent. Alors nous, notre stratégie commerciale a été de taper partout, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire, on adresse l'ensemble de la filière, mais on a choisi de travailler avec des partenariats forts, et ces partenariats, de choisir un partenaire par niveau comme on peut le voir sur ici le transparent, par niveau de métier, on va dire. Un équipementier, on va en choisir un exploitant privé, et on va en choisir un distributeur national, et bien on va en choisir un, et une régie, on va vendre à qui veut, mais on va choisir une régie pour être partenaire avec. Alors, chez les équipementiers, on a pris Pont-à-Mousson, un leader mondial. Chez les exploitants privés, on a choisi… En fait, c'est eux qui sont venus nous chercher. Ce n'est pas nous qui les avons choisis. On a partenarisé avec Suez. Le distributeur, c'est des filiales du groupe SAMC, donc un distributeur national dans les réseaux d'eau. Et les collectivités, on a un partenariat avec Haute-Paris, qui est la plus grosse régie française, donc européenne, donc mondiale. Alors, il faut aussi faire connaître la solution, et pour ça, on a, notamment l'an dernier, essayé de beaucoup communiquer, parce que il faut communiquer, puis après, les gens, ils viennent à nous. C'est notre stratégie aussi au niveau du marketing, ce qu'on appelle le inbound marketing. On ne va pas téléphoner aux gens, on va en voir, au niveau local autour de chez nous, mais on fait de la grosse communication, et les gros acteurs, ils viendront automatiquement nous voir. Alors, on a fait de la communication télévisuelle, on a présenté la solution sur BFM TV, BFM Business. On a des documents, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, et puis on est aussi présent dans la presse spécialisée. Et puis, on participe à des salons professionnels où là, non seulement on communique, mais on lève des projets, et puis on confronte notre produit avec les acteurs du marché. Alors, on a fait beaucoup de salons l'an dernier, ça prend beaucoup de temps. Et on a notamment fait un salon qui est un salon phare, qui s'appelle Polytech, qui est un salon international, qui est la rencontre des technologies de l'environnement mondial, qui a lieu tous les 2 ans à Lyon. Et la Picogène, l'an dernier, en novembre 2018, était sur le stand de Tenerdis, le pôle de compétitivité, parce que nous, c'est impossible de se payer un stand, c'est minimum 150 000 euros pour avoir un stand là-bas. Donc, on oublie. Donc, on était là, et surtout, on était présent sur le stand de Suez, comme présenté en dur, c'était la seule innovation qu'ils présentaient. Et là, vous pouvez voir la photo où il y a écrit AquaAdvance. Donc, ça, c'est leur solution Suez avec un capteur une solution multicapteur. Ils ont 7 capteurs chimiques et bactériologiques qui sont alimentés par la Picogène qui est à côté. Et chez Pont-à-Mousson, on a aussi été présenté. Et là, ça a fait… Et en fait, Suez et PAM ont fait le lancement commercial de la solution Picoturbine by CEV Innovation. Donc, ça a été, je dirais, le vrai point de départ du lancement commercial. Alors, les avancées commerciales, 2018, après 2016-2017, la preuve de concept sur site pilote. 2018, c'est le lancement commercial, et c'est un lancement réussi, clairement réussi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé l'an dernier, quand on se retourne, ça a vraiment été non seulement beaucoup de choses, mais je dirais, je dis ça sous le couvert de Bernard, que les objectifs et surtout la stratégie qu'on avait mise en place en commun, on a fait tout ce qu'on avait dit au niveau commercial.
c'est-à-dire que la stratégie d'aller chercher des partenaires ou qui viennent nous chercher et de signer des contrats, eh bien, on l'a fait avec Suez, avec un contrat commercial portant sur 5 ans, février 2018. On l'a fait avec Saint-Gobain PAM, contrat de partenariat janvier 2018, et on l'a fait avec un réseau national de distribution, le groupe appartenant au groupe SAMC. On a signé un contrat de 3 ans en mai 2018. Et on a commencé à se confronter à la vraie vie du marché. Et ça, c'est le plus dur. Là, c'est le plus dur. Parce que là, en fait, nos clients, ils commencent à mettre les turbines chez des clients à eux. Et là, ils commencent à plus trop rigoler. Parce que tant qu'on est en développement, ça va. Mais là, quand ils commencent à amener une solution à des clients, ils commencent à devenir un petit peu plus tendus. Et puis là, on se confronte à la vraie vie, qu'en fait, dans les réseaux, on voit qu'il y a quelques… c'est pas exactement comme… donc, on est en train de consolider notre application dans les différents modes d'usage des réseaux d'eau potable. Voilà, donc les premières ventes. Et 2019, eh bien 2019, ça va être, et c'est l'année de la confirmation. Alors, le schéma de vente, il est en train de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, les dizaines de turbines qu'on a vendues et qu'on continue, il y en a là qu'on va placer bientôt, à l'unité, à des collectivités, ça continue, mais ce n'est pas ça qui va donner le volume. Et aujourd'hui, on a un pipe commercial qui est d'environ 400 picogènes. Alors ça, c'est quoi un pipe commercial? C'est des projets concrets et des devis, d'environ 400 picogènes. Alors, il n'y en aura pas 400 dans le pipe, mais on en a pris 70% dans notre business plan, et puis on a un peu décalé, on a été très… on ne s'enflamme pas, on s'enflamme pas. Mais on a un pipe commercial 10 fois plus fort qu'il y a un an. Et puis, c'est des grosses affaires. C'est-à-dire qu'on a des projets concrets toujours avec des collectivités, mais il y a des équipementiers qui sont en train de venir nous voir pour faire un produit standard de leur équipement avec notre solution. Donc là, quand ça va partir, ça va vraiment partir. Il y a Suez, bien sûr, il y a les collectivités. Et la grosse différence, c'est qu'en fait, on est rentré dans les appels d'offres, mais dans les grands appels d'offres nationaux, pour des énormes syndicats des eaux qui sont un benchmark, enfin une référence dans le mondial des réseaux d'eau potable en France. Et en fait, notre turbine a été mentionnée comme étant la solution qui a été vue dans l'avant-projet par le bureau d'études qui est responsable de faire le cahier des charges de l'appel d'offres. Et les bureaux d'études, alors il y en a plusieurs, il y a plusieurs appels d'offres, il y en a 3, mais un des bureaux d'études qu'on peut nommer, c'est Artelia, qui est la référence nationale, mais je pense que ça va bien plus loin que la France, et qui, par elle-même, alors oui, Bernard, ça fait des années qu'on sème des graines avec Artelia, qu'avec les clients d'Artelia, qu'on pousse nos pions, et là, sans vraiment nous le demander, en nous demandant en gros le prix de vente. J'ai eu un seul coup de fil. Ça sera dans quel ordre de grandeur? Je ne sais pas, mais dans cet ordre de grandeur. Voilà. Et en fait, ils ont dit dans le cahier des charges, ils ont écrit pour les turbines, l'alimentation en autonomie, il y a aujourd'hui une solution et c'est celle qu'on préconise, c'est la picogène. Et là, ils mettent tout notre argumentaire commercial. Donc, des perspectives de vente importantes qui nécessitent une industrialisation pour la baisse de prix de vente parce que moi, pour ces volumes, j'ai été obligé de leur dire que ça serait déjà moins cher, mais on a tout prévu dans le business plan, que ça serait moins cher que le prix aujourd'hui qu'on fait au cas par cas pour des collectivités. Voilà. Alors, voilà, il y a une vraie reconnaissance du marché. Ça ne va jamais assez vite. Et moi, je suis le premier qui en souffre. Ça ne va jamais assez vite. Par contre, là, il y a vraiment tous les acteurs de la chaîne, tous les acteurs qui sont à notre porte. Je peux aussi vous dire qu'on est dragué par Veolia, qui est le concurrent direct de Suez, avec qui on a le droit d'aller. Notre contrat avec Suez, il nous laisse libre. Mais bon, on ne va pas parler de Veolia là, mais Veolia, ils nous ont vus, ils sont venus et ils ne nous lâchent pas. Donc, il va falloir commencer à songer, parce qu'il ne faut pas attendre, commencer à songer à produire moins cher et en plus grande quantité et de façon, de façon artisanale. Commencer à industrialiser nos procédés. Ça pour atteindre les prix de vente demandés par le marché, mais également les volumes. Alors, il y a deux grandes familles de notre industrialisation et là, c'est vraiment le but de cette 4e rencontre avec WICID parce qu'il faut qu'on soit prêt quand ça va tomber. Alors, une des grosses façons de réduire le prix de vente, c'est de réduire le coût de fabrication. Enfin, c'est même la seule. Mais pour ça, il faut du volume, mais pas que.
Aujourd'hui, les turbines en plastique, elles sont fabriquées par impression 3D, donc ça c'est super, mais c'est cher. Et une façon de diminuer le coût, de le diviser par 10, le coût des pièces plastiques, ce n'est pas de gagner 10%, c'est de le diviser par 10. C'est-à-dire qu'au lieu de l'acheter, je dis n'importe quoi bien sûr, on ne va pas donner nos prix là, mais au lieu d'acheter 1 000 €, ce sous-ensemble qui est essentiel, on va l'acheter 100 €. Ben, ça change quand même. Hein. Donc, pour ça, il faut faire de l'injection plastique. Ben, c'est génial. Pourquoi vous n'en faites pas? Ben, parce que pour faire de l'injection plastique, il faut avoir des moules d'injection. Et ça coûte très cher. Ça coûte des centaines et des centaines de milliers d'euros. Et puis, il ne faut pas se tromper quand on lance les moules. Donc, il faut aussi prendre le temps, et on l'a pris, de faire les études. Et aujourd'hui, on est prêt pour partir d'une première étape. Donc, il faut investir dans des moules d'injection. Et puis, l'autre volet, ben, c'est automatiser les procédés et atteindre les capacités de production. Et là, il va y avoir un effet de volume, un effet qualité aussi qui va être très important, et puis une réduction aussi des coûts de main-d'œuvre. Bon, là, on va aller rapidement, mais en fait, pour que vous sachiez comment sont construites les turbines, ben, il y a des actions qui sont faites en interne et des actions que nous sous-traitons. Alors, on sous-traite tout ce qui est les pièces plastiques, on sous-traite tout ce qui est les cuivres, les aimants, les systèmes de guidage, etc. Et nous, par contre, ce qu'on ne sous-traite pas et ce qu'on ne veut pas sous-traiter, ça a toujours été quelque chose… Bernard, on peut des fois essayer, ouais, mais si on sous-traitait, on serait moins inflexible. L'alternateur, qui est le secret et qui est notre cœur de métier, notre valeur ajoutée, il est fabriqué, il sera fabriqué chez Save Innovation parce que ça doit rester pour tout le monde une boîte noire. Et ça, c'est notre bijou. Alors, on fabrique l'alternateur, on prend toutes les pièces de sous-traitance, on assemble le tout et on le teste. Alors, on le teste en pression, on le teste de façon hydraulique et électrique, et on produit une feuille, enfin une courbe de production qui est sur notre banc de test, qui est envoyée avec le numéro de série de la turbine qu'on livre. Et là, c'est le dernier diapo, la dernière diapo. Alors, on industrialise. Mais quelles sont les étapes et à quel horizon? Et puis, quelle influence ça va avoir sur le prix de vente? Alors, premier élément, la fabrication des moules d'injection. Alors, on va faire ça en 2 étapes. Pourquoi on va faire ça en 2 étapes? Parce qu'on n'a pas assez d'argent pour faire tout d'un coup. Mais ce n'est pas grave. Première étape, on va faire les moules qui correspondent au corps extérieur. Donc, c'est les raccords qui sont vissés sur les canalisations. Donc ça, c'est le but de cette levée de fonds, et ça va être fait 3e trimestre et 4e trimestre, mais on a déjà commencé sur nos fonds propres, on a déjà commencé, et aujourd'hui, on est vraiment prêt, on a fait toutes les études de rhéologie, c'est assez compliqué pour mettre au point des moules, et on a un partenariat avec un mouliste et un injecteur qui va fabriquer les moules, et on est prêt à appuyer sur le bouton dès qu'on a clôturé cette levée. Puis, dans un deuxième temps, on va faire les moules pour tout ce qui est l'intérieur, donc le bloc turbine où il y a toutes les pales, tous ces éléments. Et puis, ça nous laisse un petit peu de temps encore pour pouvoir affiner, parce qu'on a des idées, encore Bernard a des idées d'amélioration, donc on va pouvoir encore les tester pour voir si on les incorpore dans ces moules. Donc ça va être jusqu'à la moitié du 3e trimestre de l'an prochain, 2020. Ensuite, la ligne d'en dessous, on va automatiser la fabrication de l'alternateur. Ça va être fait cette année. Et puis, fin 2020 et en 2021, eh bien, il y aura d'autres étapes, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes découper le cuivre. Enfin bref, voilà, on a un plan jusque-là pour encore réduire les coûts. On va mettre au point une ligne d'assemblage. Donc Romain, notre responsable d'industrialisation, il a vraiment, c'est très clair dans sa tête. Il sait exactement comment on va faire. Et puis, on a trouvé les locaux. Donc là, c'est pareil, mais là, c'est à réception de la levée. Et puis, on va aussi automatiser notre banc de test pour pouvoir accompagner notre production. Alors, ce qui est important, c'est que nous, on est assez agile et on tient à le rester, y compris dans l'industrialisation. C'est-à-dire qu'on peut faire par étapes, on peut décaler des étapes, on avance à vue, c'est-à-dire que si ça va un petit peu moins vite, eh bien, on va aller un peu moins vite, on ne va pas tout dépenser en amont. Si ça va plus vite, on peut accélérer. Voilà, on est assez agile. Et l'impact sur le prix de vente, alors là, comme c'est public, j'ai mis aucun prix, mais en fait, la tranche 1 et ce qu'on va faire ensemble va nous permettre de diminuer de 40% le prix de vente, donc ce qui va également booster
non seulement c'est un prix qui a été entendu pour les appels d'offres, mais ça va booster notre prix de vente aussi aux collectivités et tout ça. Hein, ça va vraiment être un démultiplicateur de vente. Et une fois qu'on aura réalisé l'automatisation des tests, de la ligne d'assemblage et la deuxième tranche des moules, eh bien, on va diviser le prix de vente d'aujourd'hui par un facteur 3. Et ça, c'est l'objectif du prix de vente en volume tel qu'il est dans le contrat avec nos partenaires. Voilà, je crois qu'on a fini. Merci Olivier pour cette présentation. Donc, nous allons répondre à vos questions. Donc, je vous rappelle que vous pouvez poser donc, toutes vos questions donc, dans la bulle QNR qui se trouve dans l'outil webinar au bas de votre écran. C'était Alors. Alors, on a une question. Alors, pouvez-vous donner plus de détails sur la Smart Picogène, sur son développement, son horizon de commercialisation? Je vais te laisser répondre, Olivier. Oui. On est au début du projet. On est, comment dire, on est clair dans notre tête sur ce que va être la Picogène dans quelques années. C'est quelque chose qu'on avait, Bernard, c'est quelque chose qu'on a toujours eu en tête, hein, notamment toi. Hein. Et puis, le marché, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que quand on a proposé la Picogène aux utilisateurs finaux, hein, aux collectivités, au service des eaux, ils l'ont tout de suite accepté comme c'était une évidence, en fait. Bah oui, un bout de carré. Et tout de suite, ils avaient dans la tête, mais alors, ce qui est embêtant, c'est qu'il faut aller chercher. Donc, ils avaient tout de suite cette Smart Picogène dans la tête, où tout est mis dedans. Alors, elle est où la question? Je ne me souviens plus. Elle n'y est plus. OK. Alors, plus de détails. L'idée, en fait, c'est d'intégrer certains capteurs et de miniaturiser certaines solutions de traitement local de l'eau pour que ce soit intégré directement dans la Picogène. Alors, certains seront intégrés dans le corps de la Picogène, d'autres seront peut-être vissés dans la Picogène, mais on est déjà en train de mettre en place des partenariats avec des entreprises et notamment des startups de la région, notamment dans le semi-conducteur. Des gens qui viennent, Grenoble, c'est la vallée du semi-conducteur. Et je viens du semi-conducteur et Bernard a aussi bossé dans le semi-conducteur. Donc, on a un réseau très important dans le semi-conducteur. Et donc, on a déjà des idées avec des fabricants de capteurs innovants de comment on va réussir à faire ça. Voilà. Okay. Après, l'accès au marché. Un petit peu, Olivier. Vas-y. Sur la Smart Picogène, donc nous, il y a déjà 6 mois, moi, il y a 3 ans que j'ai l'idée de la Smart Picogène à la réaction de nos clients. Moi, j'ai voulu cette Smart Picogène pour le produit futur parce que beaucoup de clients nous ont demandé techniquement que ça soit plus rassemblé et nous ont demandé techniquement comment faire avec tous ces capteurs, tous ces systèmes. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est de faire cette Smart Picogène. Et j'avais déjà dans l'idée, pour alimenter cette Smart Picogène, de faire un double alternateur. Donc, on a déjà lancé une production sur un double alternateur, enfin un prototype. On a fait un prototype il y a déjà 6 mois. Là, on est en train de faire on a fait les dessins, on a fait, des premiers tests. Et au mois de septembre, on va faire des tests sur sur cette double alternateur. Voilà. Donc, on a déjà lancé cette Smart Picogène au niveau technique. On a les plans, on sait comment faire. Et on a aussi des partenariats, comme le disait Olivier, avec des gens au niveau des capteurs ou au niveau du traitement. Voilà. Du traitement de l'eau, notamment avec une start-up que vous connaissez peut-être qui est Tesi, qui est chez Lucide. Donc voilà, on est en cours. On a grâce à ce prix qu'on a eu de l'ADEME, on a déjà lancé une partie des travaux là-dessus. Voilà. Ouais, donc là, il y a pas mal de questions. Je vais essayer de faire un petit pot pourri des questions commerciales.
Que se passera-t-il lorsque les contrats avec Suez et la SAMS seront terminés? Des prolongations sont envisagées? Oui, bien sûr, des prolongations sont envisagées. Je dirais qu'est-ce qui se passera quand les contrats seront terminés? Ok, d'accord. Donc, ok. Mais enfin voilà, oui, bien sûr qu'il y a ils sont même tacitement reconductibles. C'est pas une fin en soi. Le taux de réussite estimé du pipe sur combien de mois ou années, ça c'est compliqué, hein. Mais bon, je vais vous donner. Hein, moi, en fait, le pipe il est de 400 turbines que j'imagine fin d'année et premier trimestre de l'an prochain. Je pense aujourd'hui parce que on revoit, ouais, je suis dans 180 pour la fin d'année. Voilà, c'est moi ce que aujourd'hui j'imagine. D'accord, 180 à 200 pour la fin d'année et le reste premier trimestre de l'an prochain. Comment, ça c'est pas pour moi, avez-vous des concurrents? Pouvez-vous présenter les éléments différenciants? Oui. Bah, tu me dis, il y en a plein. Oui. Il n'y en a pas plein. C'est bon, oui. Donc oui, on a des concurrents et c'est une bonne chose hein, parce que ça prouve qu'il y a un marché. Alors en concurrence directe, on a des turbines qui s'installent sur les réseaux à pouvoir travailler à faible débit et surtout on est les seuls à pouvoir travailler sur des plages de débit. C'est-à-dire que toutes les autres solutions qui sont aujourd'hui sur le marché, elles ne fonctionnent qu'à un seul débit, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, 43 mètres cubes heure. Et en fait, pour ce faire, il y a des vannes de régulation qui sont auto-alimentées par, comment dire, serrer la canalisation ou étrangler le flux pour qu'il y ait à chaque fois pile ce qu'il faut. Donc, elles se mettent forcément en dérivation et puis elles fonctionnent que quand il y a beaucoup de pression. Et ça ne marche pas dans les réseaux maillés. Et puis, comment dire, eh bien, le gros de leur production va à la régulation et donc ils n'ont aujourd'hui pas assez pour alimenter. Mais dans les commentaires de WICID, il y avait déjà eu cette question et j'avais répondu avec pas mal de détails, j'irai sur 3 solutions concurrentes. Voilà, donc vous pourrez vous référer à ça. Que se passe-t-il si l'appel d'offres du CEDIF ne débouche pas sur un contrat? Je dirais que déjà les signaux, franchement, sont vraiment ouverts d'après les discussions, mais on ne sait jamais. Et puis, ça ne dépend pas de nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y en a deux autres, des appels d'offres. Et puis, il n'y a pas que eux. Il y a Suez, enfin voilà, le CEDIF, c'est une petite centaine de turbines sur un pipe qui est de 400. Donc, c'est génial le CEDIF, ça va nous démultiplier, mais il n'y a pas que ça. Et donc, si on n'a pas le CEDIF, on en aura d'autres. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fera si il y en a moins? Eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va faire le minimum, c'est-à-dire on va juste faire les corps, les moules pour les corps pour diminuer le prix de vente et pouvoir répondre aux autres grosses commandes. Et puis, pour ce qui est de la ligne de fabrication, pour ce qui est de l'automatisation, on va attendre pour pas mettre un risque à l'entreprise. Hein. Ça, c'est quelque chose, je pense qu'on a, je vais me sortir du on parce que c'est avant moi, mais Sèvres Innovation a toujours su bien, écouter les signaux et puis savoir réagir. Donc, et puis voilà, et puis si c'est le cas, on se prendra un mauvais coup et puis on repartira à la tâche. Hein. C'est ça le métier dans les startups. Il faut savoir encaisser les coups durs. Mais moi, Olivier, je vais compléter un petit peu ce que tu as dit. Pour le CEDIF, par exemple, le CEDIF, ça fait 4 ans que le CEDIF nous suit. Le CEDIF, c'est le seul syndicat des eaux qui est venu nous voir il y a 4 ans. Il s'est déplacé depuis Paris, il est venu à Annemasse voir notre turbine et ça fait 4 ans qu'il veut notre turbine. Donc, je vois mal le CEDIF ne pas prendre nos turbines. Ils sont convaincus que c'est la solution. Voilà, donc on a été nommé dans l'appel d'offres. L'appel d'offres, il va y avoir des réponses. Je ne vois pas tous les fournisseurs qui ont répondu aux appels d'offres nous ont fait des demandes. Donc, on ne voit pas comment ils pourraient faire autrement. Voilà. Moi, je suis persuadé que ça va déboucher.
Il peut y en avoir plus ou moins, ça peut prendre du temps, le temps des travaux, etc. Mais ils sont persuadés, ils n'ont pas d'autre solution, hein. De toute façon, à part Laval, et c'est une turbine qui prend 1,2 bar. Ce que je voulais aussi rajouter par rapport à Olivier, les autres turbines, elles marchent en prenant 0,7 à 0 à 1,2, 1,3 bar. Nous, on est entre 0,1 et 0,3 bar. On peut monter jusqu'à 0,5 bar en prélèvement. Et c'est nous qui ajustons cela selon le type de pression et selon le schéma du client. Il faut savoir qu'il y a une préconisation qui est faite par l'État sur les prélèvements qu'on doit faire dans les réseaux d'eau. Pour les prélèvements, l'État a une préconisation de 0,5 bar. On ne doit pas dépasser 0,5 bar parce qu'ils disent que ça peut après empêcher la pression et l'arrivage de l'eau au client. Voilà, techniquement, un petit peu une préconisation. Comment ça se fait que notre solution elle est mise en avant et pas les autres? C'est un problème technique. Voilà. Alors, on a une autre question. Donc, des recrutements sont-ils prévus à court terme? Donc là, je vais y répondre. Donc oui, effectivement, donc des recrutements donc, sont prévus, donc notamment avec le développement donc, de la Smart Picogène donc sur les prochains mois, mais également avec la mise en production donc, de nos picogènes. Donc là, nous allons recruter donc, en production donc, des opérateurs, mais également des opérateurs en SAV. Donc ensuite, j'ai une autre question. Ainsi, aussi, Anissa, on a aussi le site de production qu'on a trouvé. Quoi, qui est... Oui, il y a une autre question, effectivement. Bah, je te laisse répondre, Bernard. On a une question. Donc, où seront situés vos prochains bureaux ateliers? Donc, bah, je te laisse répondre, Bernard. Oui, ils seront situés toujours sur Grenoble. Donc, on a déjà sélectionné un atelier. On est en train de regarder et de faire des solutions de travaux et d'aménagement. Donc, on est en train de faire les devis. Et les locaux seront disponibles au mois d'octobre. C'est-à-dire, on doit emménager au mois d'octobre. On est en train de faire le contrat avec une start-up. C'est une start-up qui avait acheté ces locaux, qui va nous les relouer. Voilà. Donc, tout est en cours et c'est prévu au début. Donc, c'est 1000 mètres carrés avec des bureaux, avec des salles ventilées, avec un grand atelier, avec un stock. Voilà. On sera beaucoup plus efficace dans cet endroit-là. Avec un prix assez raisonnable. Hein. Très raisonnable. Ok, donc là, on a une question. Donc, quel est le prix de vente actuel d'une turbine picogène, Olivier? Je ne donne pas les prix comme ça. Déjà, parce qu'il y a plusieurs prix, ça dépend à qui on vend. Nos partenaires, des équipements. Et puis, même, là, comme c'est public, ça va être après sur YouTube, ouais, c'est vraiment une donnée confidentielle de la société. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est aujourd'hui trop cher, aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'on va passer de l'injection. Mais ça va quand même. Par contre, on sait exactement le prix. En fait, l'objectif de prix en volume, c'est pour l'utilisateur final. L'objectif qu'on s'est mis, c'est que ça soit aussi cher qu'un raccordement EDF en ville, pas en montagne, en ville. Voilà. Donc, c'est quelques petits milliers d'euros. Ça va être dans ces eaux-là, le prix d'un raccordement EDF. Ok, merci. Donc, il est 19h25. Donc, on va clôturer donc, ce live. Donc, on tenait à remercier tous les participants. Une dernière question sur la collecte. Okay. Allez, on fait une dernière question alors. Alors, au niveau de la collecte, alors aujourd'hui, on était à 220 000 euros à peu près. Ça marche bien. Oui, c'est pas mal. Très active. Hein. On est dans nos clous. Bon, bah en tous les cas, bah merci à tous les participants et merci à tous les WeSeeders enfin, pour votre soutien. Merci. Merci. Merci pour l'intérêt, oui, on espère
qu'on a pu répondre au maximum. Il y a encore des commentaires. Si vous voulez faire des commentaires, on oui, alors pour ceux qui, oui, Bernard, justement pour ceux qui regarderaient donc le replay, ils pourront poser leurs questions dans l'espace commentaires. D'accord. Voilà. Ok. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, pour tous les visiteurs qui n'ont pas eu l'occasion, de participer, à ce live en direct. Merci à tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci.